Bonsoir et bienvenue donc pour à cette nouvelle saison de mes webinaires, des podcasts, des vidéos, enfin bref, de la série Cyril Malkas en divan. Aujourd'hui, nous allons entamer cette nouvelle série avec un sujet qui réapparaît souvent dans les discussions, qui réapparaît souvent même en salle de thérapie, et qui en fin de compte réapparaît souvent dans la vie quotidienne, sans qu'en fin de compte on y prenne suffisamment garde. Et c'est le problème de l'acceptation de soi, et le jugement des autres et le jugement de soi-même. Et en fin de compte, ces deux choses-là sont très unies l'une à l'autre. Alors, avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle donc Cyril Malkas. Je suis psy cognitif et comportemental et je suis également hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ma formation, sur ce que je fais, etc., il y a toutes ces informations sur mon site principal qui s'appelle malkas.fr, tout simplement. Donc il vous suffit d'y aller, d'aller jeter un œil et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Revenons donc au sujet de ce webinaire. En fin de compte, j'ai cherché quelques exemples un peu concrets pour pouvoir avoir des situations sur lesquelles travailler, pour que les gens puissent avoir une relation à ce dont je vais parler. Je me souviens un jour, il y a bien longtemps, j'étais toujours étudiant, j'habitais le Danemark, et mon ex-femme, enfin, c'était pas mon ex-femme à ce moment-là, c'était ma femme, mais maintenant c'est mon ex. Mon ex et moi, donc, nous étions partis dîner chez des amis à elle, un couple, Dorte et Lars. Et donc, ils avaient un enfant, un petit garçon. Et puis, à cette époque, j'étudiais donc la psychologie déjà. Et puis, on était en train de manger, en train de parler. Et puis, à un moment donné, Dorte me dit qu'à un moment donné, elle avait eu un problème avec son petit garçon qui, au demeurant, était très gentil. Enfin, quand nous, on était là, dira-t-on. Après, c'est facile. Mais donc, elle avait eu des problèmes avec son petit garçon. Et puis, elle lui avait parlé durement. Maintenant, je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle lui avait dit. Le gosse, il avait quoi? Je sais pas, moi, 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Et donc, elle l'avait engueulé, il avait fait une grosse bêtise, elle l'avait engueulé, puis elle lui avait dit plusieurs choses. Et puis maintenant, enfin, c'était arrivé il y a un peu plus d'une semaine. Et pendant toute cette semaine, elle était un peu torturée parce qu'elle avait peur de l'avoir traumatisé, d'avoir dit quelque chose qui allait, en fin de compte, le détruire en tant qu'adulte et qui allait avoir une influence le reste de sa vie. Dorte, elle était pleine de culpabilité, elle se sentait vachement mal et elle ne pouvait pas surmonter ce problème. Ça, c'était une des situations. Alors, la réponse que je lui avais donnée, c'était plutôt du côté réconfortant, qu'il en faut beaucoup plus que ça pour traumatiser un gosse. Heureusement encore que c'est pas aussi fragile que ça, les enfants, faut pas croire. Bon, faut pas faire n'importe quoi non plus avec, mais il suffit de plus quand même qu'une mauvaise réflexion pour détruire le futur d'un enfant. Autre situation, je me souviens également à l'époque où j'étudiais, donc je travaillais en tant qu'aide-soignant. Et il y avait une autre aide-soignante dans le groupe. Et quand il y avait, quand on travaille comme ça en plusieurs groupes, en plusieurs équipes, il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas bien faites ou qui sont faites différemment d'une équipe à l'autre, ce que vous voulez. Et donc, à un moment donné, j'avais fait une remarque à l'une de ces aides-soignantes en lui disant qu'il y avait un truc qu'elle avait mal fait, qu'il aurait fallu qu'elle fasse autrement, parce que ce qu'on avait trouvé, c'était pas... il y avait un problème, c'était une erreur, mais donc il fallait qu'elle y pense. Et ça, elle l'a extrêmement mal pris. C'était dit d'une façon tout à fait correcte, sans agressivité ni rien, mais elle l'a pris vraiment comme une attaque à sa personnalité d'aide-soignante d'une part, mais aussi de femme. Et ça faisait 30 ans qu'elle était dans le métier, et là je venais, un blanc-bec, un homme en plus, commençait à lui expliquer des trucs d'un travail qu'elle avait fait il y a 30 ans, enfin bref. Ça s'est développé à un truc, de son côté, de quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, et les vagues sont montées très hautes, encore une fois seulement de son côté. Ça, c'est le genre de situation qu'on connaît tous aussi plus ou moins, et c'est surtout justement sur le plan du travail,
où les vagues peuvent aller vraiment très très haut. Il suffit d'une réflexion, d'un travail qui a été mal fait, ou de quelque chose qui a été mal compris, ou d'un ennui, d'un souci. Et les choses peuvent aller très loin. Il peut y avoir vraiment de la haine l'un vis-à-vis de l'autre. On peut vraiment haïr son collaborateur et il peut y avoir de très très gros problèmes. Là, c'était donc certains exemples, mais il y en a plein d'autres, je suis sûr que vous en connaissez aussi. Et généralement, ce qu'on dit, ou ce qu'on peut avoir une tendance un peu à dire, c'est que certaines personnes sont hypersensibles. Et donc, il faut presque faire attention à la façon dont on leur parle, etc., parce qu'elles ont apparemment une hypersensibilité à certaines choses, ce qui fait donc qu'elles le prennent facilement mal. Et dans ce cas, c'est donc l'entourage qui se doit de faire un petit peu attention. Nous avons tous un côté sensible. La plupart d'entre nous ont, si on y réfléchit bien, même un côté hypersensible et certaines choses que l'on prend plus difficilement que d'autres choses. Est-ce que cela veut dire que le reste du monde doit faire attention à nous et ne pas nous froisser? Ou est-ce que cela veut dire qu'on a peut-être un problème sur certaines choses et qu'il faudrait qu'on travaille à le résoudre? Les personnes qui me connaissent, et même les personnes qui ne me connaissent pas, vu la façon dont j'ai posé la question, se doutent bien de la réponse. Alors, avant d'aller plus loin justement dans la réponse, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe dans ces différentes situations. Que ce soit, par exemple, lorsque Dorte a engueulé son enfant, que ce soit lorsque j'ai fait cette réflexion ou cette remarque à cette collègue, ou que ce soit n'importe quelle autre situation où quelqu'un nous dit une chose qu'on n'aime pas, ou quelque chose qui nous touche beaucoup, ou quand nous, on dit quelque chose à quelqu'un qui le touche justement beaucoup. Ça, on va dire, c'est ce qui démarre la situation, c'est l'activateur. C'est ça qui va activer, dira-t-on, la situation. Ça va être la remarque qui a été faite, ça va être l'engueulade qu'on a donnée à son gamin, ça va être la situation en elle-même, ça va être l'activateur, ça va être l'activation. D'après la logique utilisée le plus souvent, on va dire, bah oui, mais quand toi tu me dis ça, bah moi ça me mène à cette réaction, ça me donne ces émotions, et puis comme je suis hypersensible justement, j'explose. C'est-à-dire que toi, pardon, excusez-moi, j'ai la fourche qui langue. Toi, quand tu me dis que j'ai mal fait mon travail, eh ben moi, je me mets en colère parce que tu me vexes quand tu me dis ça. Ou lorsque je fais une remarque un peu forte à mon enfant, eh ben après, j'en viens à avoir de la culpabilité parce que j'ai plus probablement détruit totalement la vie de ce petit garçon ou cette petite fille. Maintenant, c'est vrai que ça paraît simple, mais c'est presque trop simple parce que là, en fin de compte, et ça c'est bien le côté pratique de l'histoire, on ne prend la responsabilité de rien. En fin de compte, ma réaction, aussi irrationnelle soit-elle, aussi hors de propos soit-elle, je lui donne une certaine légitimité, c'est dû à une chose que toi tu as dite ou que toi tu as faite. En fin de compte, ce que je dis, c'est que la façon dont j'agis moi, c'est pas de ma faute, mais c'est de la tienne. Et oui. Et puis, si on y réfléchit bien, en fin de compte, ça ne tient pas debout. Parce que ça veut dire que chaque fois que quelqu'un fait une réflexion à quelqu'un d'autre, même une réflexion bien fondée, eh ben, il est tout à fait normal que l'autre flippe totalement. Et ce n'est pas le cas. On connaît tous, et même vous, à la limite, quand on vous fait une réflexion sur certaines choses, vous allez le prendre d'une façon cartésienne et bien le comprendre. Mais si on fait une réflexion sur quelque chose d'autre, paf, là, tout pète. Donc c'est bien que ça n'est pas la réflexion en elle-même qui mène au résultat. C'est bien parce qu'il y a quelque chose entre le A et le C, entre l'activateur et la conséquence. Bah oui, ce qu'il y a entre les deux, c'est le B. La plupart d'entre vous qui ont été passés le CP se doutaient bien qu'il manquait une lettre quelque part. Et le B, c'est en fin de compte le baratin, comme me l'a proposé certains, parce que logiquement, le B, c'est la croyance. Mais la croyance en anglais, ça s'appelle belief, ce qui correspond très bien avec le B.
On a activating event, belief and consequence, mais en français, ça ne colle pas. Donc, on m'a proposé baratin ou blabla, qui sont des termes qui vont très bien également. Mais en fin de compte, c'est un système de croyance ou un filtre que nous avons et au travers duquel nous filtrons certaines de ces choses. Alors, enfin, plus ou moins tout, mais certaines de ces choses vont passer au travers d'un filtre qui est un petit peu cassé. Ce qui a composé ce filtre, ça peut être une foule de choses. C'est peut-être moi qui l'ai composé à un moment donné de ma vie. C'est quelque chose que j'ai appris de mes parents, c'est quelque chose que j'ai appris des profs, des copains, c'est un système que j'ai fait pour me défendre. En fin de compte, peu importe comment et pourquoi j'ai mis ce filtre à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'il est là, et que ce filtre, s'il est cassé ou s'il est mal formé, si on veut dire ça comme ça, s'il est irrationnel, le résultat va être déplorable. Mais la plupart du temps, il est très rationnel. Si quelqu'un vous fait une remarque à propos par exemple, de quelque chose qui ne va pas, et bien là, on peut se dire, la plupart du temps, on va se dire, oh zut, là, je me suis planté, j'ai fait une erreur. Ou alors, là, c'est vrai que j'ai pas été sympa, j'ai mal agi, là, j'ai pas été cool. Ou alors, des fois, si la remarque n'est pas bien fondée, on pourra dire, ben non, là, il n'a pas raison, c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est pas ce qui s'est passé. Mais si c'est quelque chose qui ne nous touche pas de la même façon que certaines choses, eh ben, on peut parfaitement réagir, enfin, réfléchir de cette façon. Ça passe au travers de ce filtre rationnel et de ce blabla rationnel, si on veut dire ça comme ça. Et donc, les conséquences, ça va être qu'on va se sentir désolé, par exemple, ou on va se sentir triste si on a fait... On peut parfaitement avoir fait du mal à quelqu'un sans faire attention, sans le savoir, sans y penser. On peut être ennuyé. Et si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut parfaitement être en désaccord et lui dire « Bon, non, écoute, là, c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, je vais t'expliquer. » Ou alors « Non, j'ai fait ça parce qu'en fin de compte, il y avait autre chose à faire ou à voir. » Parce qu'il se peut que la personne qui vous donne cette critique n'a pas toutes les cartes en main. Et dans ce cas-là, on va lui dire « Oui, je vois bien ce que tu veux dire. C'est pourrait être logique dans ce que tu dis, mais là, il y avait aussi cette situation, et c'est pour ça que j'ai agi de telle sorte. Donc, en fin de compte, ce n'est pas une erreur. Mais ça peut se faire que dans certaines situations. Ça peut se faire que dans certaines situations qui ne nous touchent pas autant. Lorsque, au contraire de ça, plutôt que d'avoir ces pensées rationnelles, lorsque quelqu'un nous fait une réflexion ou lorsque l'on pense à quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait à un enfant ou ce que vous voulez, si au travers de ce filtre, on se dit des trucs du genre, ou si on a une croyance qui nous fait penser que de toute façon je suis nul, ou alors oh là là, j'aurais pas dû faire ça, quelle erreur, mais qu'est-ce que j'ai fait là, vraiment ça j'aurais pas dû, ou alors oh là là, que j'ai honte d'avoir fait ça, mais vraiment je suis un moins que rien, ça a été vache contre cette personne. Ou alors, si quelqu'un vous fait une réflexion, mais quel gros connard, il ne sait pas de quoi il parle, il est totalement débile, plutôt que d'analyser ce qu'il dit en disant, oui, non, là, attention, là, il n'a pas toutes les cartes en main, ou alors il dit une connerie, c'est ce qui est parfaitement possible parce qu'il n'est pas parfait. Non, là, ce qu'on fait, c'est qu'on le juge. Lorsque vous dites, ou lorsque vous vous dites, je suis nul, vous vous jugez en valeur personnelle. Lorsque vous dites « je n'aurais pas dû », c'est-à-dire qu'il y a une instance particulière ou un pouvoir exceptionnel qui vous empêcherait de faire cela ou qui devrait vous en avoir empêché, en fin de compte, là aussi, c'est un jugement. C'est quelque chose que vous aurez dû faire, que vous n'avez pas, ou le contraire. Lorsque vous appelez quelqu'un un gros connard, lorsque vous pensez que c'est un abruti, vous le jugez. Alors, c'est bizarre et puis c'est amusant parce qu'en fin de compte, les personnes qui disent « je ne veux pas qu'on me juge », la plupart du temps, elles se jugent elles-mêmes parfaitement bien. Et elles jugent les autres sans y penser. Lorsque l'on a ce genre de croyance, eh ben c'est un fait que, ou c'est parfaitement normal, que si on pense, quelqu'un vous fait une réflexion sur un travail mal fait, par exemple, et que vous pensez que de toute façon vous êtes nul, eh ben on peut arriver dans des états dépressifs. J'aurais pas dû faire ça, on va culpabiliser. Quand on se dit j'ai honte, eh bien entendu, on tombe dans la honte. Et puis quand on trouve que l'autre c'est un gros connard, on entre en colère, on se met en colère. Et dans ce cas-là, on risque de casser pas mal de choses et de ne absolument rien résoudre. Donc, comme vous le voyez, le truc important, c'est pas vraiment le A, c'est pas vraiment la situation en elle-même, c'est pas vraiment l'activateur, mais c'est votre système de croyance.
Et en fin de compte, c'est vachement bien parce qu'on ne peut pas toujours avoir une influence sur l'activateur, on ne peut pas avoir toujours une influence sur la façon dont les enfants réagissent. Ceux d'entre nous qui sont parents ou qui ont été parents le savent parfaitement. Le fait de s'imaginer que les enfants font ce qu'on veut, c'est de la lubie, c'est pas vrai. Ils font ce que eux ils veulent et des fois c'est la même chose que nous, et c'est parfait. Donc les activateurs, en fin de compte, on n'a que très peu d'influence là-dessus. On ne peut pas toujours les changer. On ne peut pas changer la façon dont les autres agissent. On ne peut pas changer la façon dont le monde tourne et dont les politiciens pensent, si, une fois de temps en temps, ils pensent. Mais on peut parfaitement agir et influencer notre façon de penser et nos croyances. Donc, en fin de compte, c'est vachement bien parce qu'on peut, en fin de compte, s'en sortir. La croyance qui gère toute cette façon de penser dont je viens de parler, alors pas toutes nos façons de penser, mais donc une partie, les croyances dont je viens de parler, sont régulées ou régularisées, ou gérées, dira-t-on, par, c'est quand même plus facile en danois, mais je ne pense pas que vous le comprendriez aussi bien. Mais c'est ce qui est donc qui gère un peu tout ça, c'est la croyance qui dit « je dois être parfait », ou alors, au moins, une des choses que je fais au quotidien, je dois au moins faire une chose importante parfaitement. Le plus amusant, c'est que 9 fois sur 10, quand on arrive dans des discussions, on va dire « mais je sais bien que je ne suis pas parfait parce que personne n'est parfait ». Oui, c'est vrai, je sais bien que je ne suis pas parfait, mais il n'empêche que j'ai une croyance qui dit que je dois l'être. Et c'est bien là où est la clé du problème, c'est que on n'est pas quelque chose qu'on croit devoir être. Il n'y a pas de déshonneur à vouloir faire une chose importante parfaitement. Si je me disais, je vais travailler ou je vais faire de mon mieux pour faire telle chose parfaitement, à mes yeux, bien entendu, parce que certaines choses peuvent être subjectives, ça c'est une chose. Si je ne peux pas, bon, au moins, j'aurais fait de mon mieux pour le faire et je l'aurais fait aussi bien que je peux. Là où est le problème, c'est lorsqu'on dit « je dois faire telle chose parfaitement ». Vous vous rendez compte de la pression qu'on se met en fin de compte? Pour ne pas parler de la pression qu'on se met quand on se dit « je dois être parfait » ou parfaite si on est une dame. Et dans le cas des situations dont j'ai parlé plus tôt, par exemple, lorsque Dorte se posait des questions et culpabilisait par rapport à avoir crié sur son gosse, eh bien, en fin de compte, c'est la croyance que je dois être une mère parfaite. Je dois pouvoir gérer toutes les situations que mon enfant, quand il est insupportable, quand il est en train de se transformer en Gollum au supermarché pour avoir tout ce que je ne veux pas lui acheter. Enfin bref, si les gens me regardent de travers, c'est parce que je ne suis pas une mère parfaite. Si mon fils fait une connerie à l'école, s'il ne se comporte pas comme les autres attendent de lui, c'est parce que moi, j'ai fait une connerie. Bref, là, c'est la question d'être, je dois être une mère parfaite. Alors, une mère parfaite, après, c'est une définition personnelle. Chacun a sa définition de ce qu'est une mère parfaite. S'il y avait une définition, dira-t-on, universelle de ce qu'est une mère parfaite, ça se saurait. Mais apparemment, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose en plus qu'on s'imagine. Donc, point numéro 1, on prend certains principes qui serait être une mère parfaite. Généralement, c'est être le contraire de ma mère à nous, enfin de ma mère à moi, de la mère à toi, etc. C'est de faire le contraire de telle et telle personne. On s'est passé certains objectifs. Et puis ça, on s'est dit, c'est la mère parfaite. Et puis, la première fois où ça plante, on commence à douter de soi. Et puis après, tout plante. Donc, je dois être une mère parfaite. C'est également un enfant, ou ça découle de l'idée qu'on doit être parfait ou faire une chose importante parfaitement. Lorsqu'il y a ces conflits au travail, dont j'ai parlé auparavant, et là, c'est je dois effectuer mon travail parfaitement, ou je dois être parfait dans ce que je fais, parce que c'est ma spécialité, parce que j'ai étudié tant et tant d'années, donc je ne dois pas faire d'erreur. Et quand on me pointe une erreur, c'est horrible, c'est insupportable. Donc, ou bien la personne qui pointe cette erreur ne sait pas de quoi elle parle, ou bien alors, de toute façon, là, c'est moi qui suis totalement nul. Mais tout dépend un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on est. Mais dans tous les cas, là, vous voyez, on tombe, en fin de compte, dans un gouffre.
Donc, hypersensitivité? Non, pas vraiment. C'est plutôt un manque de logique. C'est plutôt une espèce de logique que l'on s'est façonnée au cours des années, à partir de certains principes qui peuvent venir de différents endroits, ça peu importe. Et ce sont ces principes que l'on continue d'appliquer. Et tant qu'on appliquera ces principes, eh ben, on sera toujours hypersensible par rapport à certaines choses et on réagira toujours de façon irrationnelle par rapport à certaines situations qui se ressemblent. Alors bien entendu, libre à chacun de continuer ce chemin en se disant bon bah c'est comme ça et puis je suis hypersensible et les autres doivent faire attention à moi parce que je suis hypersensible sur ce point-là. Le problème c'est que les autres ont leurs propres problèmes, leur propre hypersensitivité aussi, et donc ils ne vont pas avoir le temps de faire attention à votre petite vie personnelle et à chacun des petits problèmes que l'on peut avoir. Donc on risque de se cogner la tête contre les murs régulièrement parce que le monde ne marche pas, en fin de compte, comme on voudrait bien qu'il fonctionne, c'est-à-dire autour de nous, plus précisément autour de notre nombril. Et donc, on continue à avoir exactement les mêmes problèmes. L'un des problèmes, l'une des raisons de ce fameux problème, de cette idée que je dois être parfait ou je dois faire certaines choses parfaitement, c'est quelque chose de tout à fait humain que la plupart d'entre nous avons, c'est que, en bon français, on se la pète. On se croit, en fin de compte, supérieur à beaucoup d'autres choses. Si. Même si on dit, mais non, moi je suis très humble, etc. Rien que le fait de s'imaginer que d'autres personnes doivent faire attention à nous, c'est un petit peu se la péter. Parce que pourquoi? Je veux dire, chacun a sa vie. Et en fin de compte, c'est pas à eux de faire attention à nous, et à faire attention à nos émotions, et à faire attention à ne pas nous marcher sur les pieds. Enfin bref, bien entendu, à un certain niveau, mais c'est pas, ils ont d'autres choses dans la tête. L'être humain a une tendance très facilement à pouvoir changer son environnement. Si nous avons fait reculer la mort, nous avons fait reculer la vieillesse, nous avons fait reculer la maladie, nous avons en fin de compte pu façonner le monde à notre image et à ce qu'on veut, jusqu'à un certain point. Et quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas façonner et qu'on ne peut pas changer, eh ben, ça nous déstabilise totalement. Et là, encore une fois, c'est parce qu'on se la pète. Quand on s'imagine qu'on peut décider de la façon dont nos enfants vont évoluer, mais là aussi on se prend pour des dieux, parce que, bien entendu, on a une influence sur nos enfants, c'est normal. Mais la télé a une influence, la société a une influence, les copains d'école ont une influence, le monde entier a une influence sur nos enfants, et nos enfants choisissent eux-mêmes qui ils veulent écouter et qui ils ne veulent pas écouter, et ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc là aussi, même en tant que parent, on n'a pas autant de pouvoir que l'on pense avoir. Donc là aussi, encore une fois, on se la pète. Et c'est bien là où est le problème, et c'est bien là aussi pourquoi on a cette idée qu'on doit être parfait dans telle ou telle chose, parce que je connais bien mon travail, parce que je suis comme ça, parce que ceci, parce que j'ai fait ça les 30 dernières années, enfin bref. Et là, encore une fois, on se la pète. Ce qu'il nous faut, c'est un petit peu plus d'humilité. Il faut être un petit peu plus humble et comprendre que, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas autant d'influence que l'on voudrait. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, par exemple d'autres personnes. Même les gens qui viennent en thérapie chez moi, ils croient que c'est moi qui les change, mais c'est pas vrai. C'est eux qui se changent eux-mêmes, bien entendu, d'après mes conseils. Mais s'ils n'écoutaient pas mes conseils et s'ils ne travaillent pas avec moi, rien ne changera. Moi, je ne peux rien faire, même si j'ai 30 ans d'expérience. Donc, un peu d'humilité nous ferait du bien à tous. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, quand on s'est planté, on l'admet. Oui, je me suis planté, là j'ai fait une erreur. Oui, j'ai mal agi. Ça arrive à tout le monde. Et oui, l'autre n'a pas raison, mais ça arrive aussi à tout le monde parce que lui, il est humain aussi, donc il peut faire une erreur également. Je me souviens, quand les enfants étaient petits, ça m'est arrivé régulièrement, de les punir par erreur, parce que tout le monde peut avoir une longue journée, d'autres problèmes, on peut être stressé, etc. Et puis là, il y a le gosse qui a encore fait ceci, cela. Oh putain, tu fais chier. Bon, alors plus de télé ce soir. Allez, pof, va au lit, quoi. Un truc dans ce genre-là. Et donc, les enfants avaient pour habitude de me reprendre si c'était
si c'était le cas, en disant non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé, il s'est passé ceci ou cela. Ou alors ma femme, éventuellement, si elle en savait plus que moi, elle dit là, tu t'es planté parce qu'en fin de compte, il s'est passé autre chose. Dans ce cas-là, je levais la punition tout de suite et je m'excusais vis-à-vis de l'enfant, même s'il avait 6, 7 ou 8 ans, peu importe. Excuse-moi, là, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, c'est vrai, t'as pas fait ça, donc, bien entendu, tu peux regarder ton film, excuse-moi. Ma relation aux enfants est parfaite, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Je n'ai rien perdu, ni de mon rôle de père, ni de quoi que ce soit, parce que j'ai admis certaines erreurs. Donc, le fait d'admettre qu'on a fait une erreur, ça ne vous fait rien perdre. Ça ne nous fait pas descendre d'un piédestal, ça ne nous fait pas tomber par terre, ça ne nous met pas dans la boue, rien. Enfin, on survit parfaitement. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'on doit se dire, c'est que je ne suis pas parfait. Et je ne peux pas être parfait. Je veux bien travailler éventuellement, bien entendu, à devenir aussi bon que possible et à faire aussi peu d'erreurs que possible, ça on est d'accord, à faire certaines choses aussi parfaitement que possible. Mais je ne suis pas parfait en tant que personne, je suis une personne faillible comme toutes les autres personnes faillibles. Et là aussi se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais m'améliorer. Parce que si on a cette idée de devoir être parfait et qu'on commet une erreur et que dans ce cas-là, quelqu'un nous le fait remarquer et on le prend mal parce qu'on se sent attaqué ou parce qu'on est nul, etc. Donc, ou on va en dépression, ou on se met en colère, enfin bref, peu importe. Quel est le résultat de tout ça ? Le résultat, c'est qu'on ne va rien apprendre de cette erreur. On va se faire des idées que cette personne nous a fait du mal, ou nous a mal jugé, nous a ceci, nous a cela. Mais en fin de compte, on ne va pas avancer. On ne va pas s'approcher de la perfection, en fin de compte. La seule façon de devenir plus parfait, c'est en fin de compte de comprendre et d'accepter qu'on ne l'est pas. Seulement comme ça, en disant, là je me suis planté, comment est-ce que je peux éviter ce genre d'erreur au futur, ou comment est-ce que je peux améliorer ce genre de choses ? Seulement comme ça, en fin de compte, vous allez pouvoir avancer et justement, en fin de compte, faire votre travail mieux que vous l'avez fait jusqu'ici et avoir de meilleures relations. En fin de compte, ce qui est le but de la manœuvre, le but du jeu, c'est l'acceptation de soi. C'est s'accepter soi-même en tant que personne faillible, pas parfaite, qui fait des erreurs, qui dit des conneries, qui des fois agit mal, comme tout le monde, et aussi comprendre que les autres aussi font ce genre d'erreurs, et les accepter, et accepter ça d'eux aussi, même si on ne veut pas toujours accepter ce qu'ils vous ont fait, bien entendu, mais d'accepter que ce sont des personnes faillibles. Mais ça, c'est un sujet pour un autre webinaire. La chose sur laquelle commencer, c'est accepter que soi-même, on a certaines erreurs, on fait certaines conneries, et que ce n'est pas en les masquant derrière une hypersensitivité ou un truc dans ce genre-là, que ça nous aidera à avancer, à s'améliorer. Donc, commencez par accepter vous-même vos erreurs, voir comment vous pouvez les améliorer, et les fois où vous faites une erreur, ou on vous fait remarquer que vous avez fait une erreur, réfléchissez-y, voyez si c'est une erreur, si vous pouvez la réparer, ou si ce n'est pas une erreur, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites simplement, et puis vous continuez à avancer dans la même direction. Voilà, c'était le sujet pour ce premier webinaire de la nouvelle saison. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions pour un autre webinaire ou pour d'autres choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai toujours ce que je peux faire pour vous. Si vous avez envie de travailler plus avec cette méthode du ABC ou travailler sur vos idées rationnelles, travailler, vous améliorer, allez faire un tour sur ma page qui parle justement, qui vous donne ces 22 leçons pour apprendre à utiliser cette méthode et à vous améliorer. Vous la trouverez sur abc.malka.xyz. C'est bien, comme ça on a tout l'alphabet. Et puis, vous pouvez vous y inscrire et donc suivre ce cours qui est sur 22 jours, sur lequel vous pouvez apprendre à gérer vos émotions irrationnelles. Sinon, on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire sur un autre sujet et un autre podcast. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.